Alors, bah, tout doucement pour introduire et j'accepterai au fur et à mesure. On se retrouve ce matin pour notre première atelier de Connect de l'année. Bonne année Heu, à tous. Il est encore temps. Effectivement, bonne année à tous, tu as raison de le rappeler. On est encore, dans les temps. Donc ce matin, on va parler de la stratégie de reconnaissance des formations. Pour ça, on va être accompagné de Mélanie Cadar de chez Headway, que je laisserai se présenter plus en détail, qui va nous parler, donc de ce sujet. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément habitués de nos ateliers au C-Connect que ce sont des ateliers qui se veulent collaboratifs. Donc n'hésitez pas surtout à poser vos questions dans le fil de discussion ou à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. L'objectif est qu'on reparte d'ici avec plus de connaissances et de compréhension de tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir et la visio est enregistrée, donc je vous partagerai un replay en fin de journée. Et Mélanie, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous encore. Donc, je suis Mélanie Cadar. Je suis directrice du pôle Quality Accreditation chez Headway Advisory, qui est un cabinet qui est dédié à l'enseignement supérieur, la recherche, la formation. On fait plein de choses diverses et variées. Et donc, je m'occupe de toute la partie accréditation, reconnaissance, certification. Et je vois des noms connus et ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est reconnaissance en fait. Alors, je pense que le public, excusez-moi, je rentre de conférence hier soir à minuit, donc il se peut que je bafouille un petit peu. On ne t'en voudra pas. Voilà. Le public est assez varié, donc je pense que vos attentes aussi sont assez variées. N'hésitez pas, comme disait Léa, à poser vos questions, à parler aussi de vos cas particuliers, des interrogations que vous avez. Il y a autant des centres de formation professionnelle que des grandes écoles, donc vous n'avez pas tous les mêmes problématiques à ce niveau-là. Donc, bon, je vais parler de manière assez générique, et puis après, on pourra aller un petit peu plus sur vos cas particuliers si vous le souhaitez, parce que c'est un sujet assez vaste et surtout, voilà, les solutions ne sont pas les mêmes selon qui vous êtes. Alors, l'objectif de cette présentation, ça va être comprendre un peu déjà les différentes formes de reconnaissance qu'il y a en France, parce que il y en a autant sur la partie professionnelle qu'académique. Identifier les leviers stratégiques qui sont adaptés à votre établissement, c'est ce que je disais, vous n'êtes pas tous dans le même cas de figure. Quel choix faire par rapport à votre modèle? Et puis, anticiper ses impacts en termes de, voilà, d'attractivité, conformité, réputation. Alors, la reconnaissance, quand on parle de reconnaissance, c'est vaste, encore une fois. Il existe plein de façons de le faire, plein de niveaux avec différents impacts, différents enjeux. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est vraiment une histoire. Pourquoi ça a coupé le son de ma présentation? Je sais pas. C'est une histoire stratégique. Voilà, on ne réfléchit pas, enfin, justement, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans faire reconnaître des formations, faire reconnaître son école, juste comme ça, en se disant, bah, il faut le faire parce que c'est bien d'avoir des choses qui sont reconnues, qui sont certifiées, labellisées ou tout autre nom qu'on veut donner à ces reconnaissances. C'est une vraie stratégie d'établissement où vous souhaitez aller, quel type d'établissement vous souhaitez être. Si vous êtes un établissement de formation professionnelle, est-ce que vous voulez le rester? Est-ce que vous avez envie d'évoluer vers de l'académique qui ouvre d'autres portes aussi? Pour l'académique, est-ce que vous êtes assez dans la certification professionnelle? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans, dans tout ce qui est executive education, formation continue, qui du coup a besoin d'autres règles et d'autres reconnaissances. Donc, il y a une multiplication des dispositifs de reconnaissance. La réglementation elle n'arrête pas d'évoluer. Vous avez tous bien sûr vu le nouveau Vademecum qui est sorti hier avant-hier. Je suis un peu décalée avec mon déplacement. Donc voilà, ça n'arrête pas, même les standards en termes de tout ce qui existe dans les autres accréditations, autres reconnaissances, ça évolue beaucoup. Et surtout, je ne vais pas dire que ça se rigidifie, mais en tout cas,
ça devient beaucoup plus exigeant, c'est beaucoup plus cadré et la raison principale, c'est éviter les abus qu'il y a pu avoir à droite, à gauche, d'utilisation de financement public juste pour faire de l'argent, n'est-ce pas? Comme on le sait, ça a été largement évoqué. Aussi, les étudiants et leurs familles ont plus d'exigences. Alors, la difficulté qu'on a dans les étudiants et les apprenants en général, c'est que ils ne savent pas toujours ce qui se cache derrière un RNCP, un visa, une accréditation internationale. Enfin, ils savent qu'une école qui n'a pas, c'est pas bien, mais par contre, ils seront incapables de dire ce que c'est, ce que ça fait, pourquoi c'est bien et ce à quoi ça donne accès. Donc, il y a quand même une pression de ce public-là parce que si on n'a pas tout à coup, on n'est plus trop sur la carte. Mais par contre, ils ne comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants. Donc, c'est aussi important pour vous d'être clair, quel est votre public cible et puis qu'est-ce que vous voulez leur apporter et surtout comment répondre à leurs attentes et ce qu'il faut communiquer. On entend souvent, enfin, trop régulièrement, j'ai envie de dire, des cas d'étudiants qui sont déçus quand ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire de poursuite d'études parce que leur diplôme n'est pas reconnu, parce que ce n'est qu'un RNCP. Donc, il faut aussi savoir ce que ça veut dire pour vos apprenants pour la suite, en fait. Ça ne s'arrête pas, leur vie d'apprenant ne s'arrête pas à la diplomation ou à la certification. Il faut envisager ce qui se passe après pour eux et donc ce que vous leur offrez, comme, comme possibilité de poursuite d'études ou d'insertion professionnelle. Donc les entreprises aussi ont une exigence par rapport à ça. Alors les entreprises, de la même manière, là, il y a un classement qui est sorti ces derniers jours aussi sur comment dire, un peu l'impact auprès des entreprises, la reconnaissance, mais plus de réputation des écoles. Et le classement a donné des choses un petit peu étonnantes. Donc, c'est aussi que lisent les entreprises par rapport à une école ou par rapport à un organisme de formation. Quel est le facteur confiance, le sérieux, et donc ça passe aussi par la reconnaissance. Et puis les partenaires, bien entendu. Si vous êtes dans une école, alors là je vais parler de partenaires académiques pour le coup, quand on est dans des écoles d'enseignement supérieur, il y a toujours des partenariats qui se tissent. Et bien évidemment, plus on a de reconnaissance, plus on est un partenaire valable, j'ai envie de dire, à leurs yeux. Et donc, ça ouvre aussi beaucoup de portes. Pour ce qui est des partenaires de certification, là, on est dans un autre contexte. Forcément, pour avoir des partenaires sur une certification, il faut avoir la certification. Donc, après, c'est aussi quel type de certificateur vous êtes et le sérieux que vous mettez à la gestion de votre certification. Maintenant, on est sur un sujet un petit peu parallèle. Et l'internationalisation des standards, là, encore une fois, on est peut-être plus sur une approche type école académique qui va chercher des accréditations internationales ou, en cherchant une reconnaissance nationale, se donner suffisamment de poids pour trouver aussi des opportunités de collaboration à l'international. Donc, tout ça, en fait, ça offre plein de possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention à ne pas accumuler pour accumuler. C'est ce que je disais en introduction. Il faut vraiment qu'il y ait une stratégie dessus et il faut vraiment réfléchir avant de faire. Et pour avoir travaillé en école et pour travailler avec beaucoup d'écoles, je sais que malheureusement, on vise souvent la récompense qui est la certification, la labellisation ou tout autre type de reconnaissance avant de se poser vraiment les questions de pourquoi on le fait, quelle est la finalité, qu'est-ce que ça va impliquer chez nous, est-ce qu'on est vraiment prêt aussi à gérer ensuite, parce que ça demande tout ce qu'on obtient comme reconnaissance, il va falloir la renouveler. Et donc, quand on renouvelle, on a d'autres critères et d'autres standards à respecter. Donc, est-ce qu'on est prêt aussi pour aller dans le long terme par rapport à ça?
Et donc, l'idée, bien sûr, c'est de construire un portefeuille qui soit cohérent par rapport à qui vous êtes, votre stratégie que vous aurez bien sûr développée et vos moyens. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des réactions? Pour l'instant, nous n'avons pas de questions dans le fil de Alors, discussion. je poursuis. Mais je le rappelle, n'hésitez pas si vous voulez intervenir. Alors, pour ça, une petite cartographie du système français. Je crois que je ne me suis pas attardée sur la partie internationale parce que là, c'est un sujet spécifique, plutôt grandes écoles. Alors, il y a plusieurs catégories. Donc, on parle déjà de reconnaissance d'établissement. Il y a aussi les diplômes, la reconnaissance professionnelle, et puis tout ce qui est un petit peu, alors nouveau. C'est quand même pas nouveau, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. Les micro-certifications, badges, etc. Et c'est géré par différents ministères. On a le ministère du Travail et des Solidarités pour tout ce qui va être relatif au RNCP, RS. On a Calliope aussi. On a le ministère de l'Éducation de la Jeunesse pour tout ce qui est reconnaissance d'établissement, parce que ça passe par les rectorats en premier lieu. Et le ministère d'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, de son nouveau petit nom, où là, on va être plutôt sur tout ce qui est visa. Donc là, on est sur la reconnaissance de diplômes. Chacun de ces ministères a bien évidemment des attentes différentes, sinon ce serait trop facile. Donc ces ministères sont censés collaborer. Alors voilà, ça se fait plus ou moins bien dans certains cas. Je trouve que le dialogue est quand même meilleur qu'il y a quelques années, mais en tout cas, les attentes sont totalement différentes. Ministère du Travail, on va être bien sûr sur de la compétence, alors que ministère de l'Enseignement supérieur, on va être plutôt sur la richesse académique, à savoir notamment le corps professoral, la qualification du corps professoral. C'est surtout ça qui va être important. Donc, si on fait un focus reconnaissance d'établissement, là, je vais m'arrêter un petit peu dessus parce que on est régulièrement contacté par des organismes de formation plutôt typés RNCP qui souhaitent obtenir une reconnaissance et aller un petit peu plus vers de l'académique. Alors, souhaitent obtenir une reconnaissance, voilà, c'est le point de départ. Avant de se rendre compte justement que ça engage pas mal de choses au niveau académique. Il faut savoir que depuis pas mal d'années maintenant, enfin depuis quelques années en tout cas, on ne peut plus faire une demande de reconnaissance seule. Maintenant, il faut faire une demande de visa en même temps. Et donc le visa, ça c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui le dépose. On présente sur un programme. Alors, bien évidemment, le bénéfice de cette reconnaissance, c'est que ça donne tout à coup une légitimité. Ça ouvre des portes à pas mal de choses, et notamment à l'international aussi. Mais c'est quand même très, comment dire, c'est assez engageant, c'est assez coûteux parce que les exigences se font notamment par rapport au corps professoral, comme je l'ai expliqué. Et forcément, des organismes qui sont plutôt typés RNCP ont beaucoup d'intervenants professionnels qui ne répondent pas à ces critères. Donc, là, encore une fois, il faut se poser la question dans votre stratégie, est-ce que vraiment on a envie de faire cet effort financier? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est voir après ce que ça va vous rapporter aussi en termes d'attractivité par rapport pour des étudiants. Est-ce que vous touchez une nouvelle cible? Est-ce que ouvrir les portes de l'international aussi, c'est intéressant. Pour l'instant, on sait qu'avec le RNCP, c'est quand même très restreint, étant donné qu'on ne peut déclarer que les insérés en France. Ben forcément, on est obligé quand même d'être très centré sur son marché français. Alors, je passe tout de suite, du coup, à la reconnaissance des diplômes parce que pour avoir la reconnaissance d'établissement, les demandes de visa, voilà, ça ouvre effectivement au RNCP. Ça, je pense que je l'ai mis peut-être un petit peu plus loin. Ah ben, je l'ai mis CTS reconnu là, sur cette slide-là, c'était là. Donc,
vu qu'on dépose un visa, que c'est le ministère de l'enseignement supérieur, c'est voilà, c'est au niveau international, on répond aux critères de Bologne. Et donc Bologne, on est sur ECTS, qui est donc un système de reconnaissance de crédit. Donc c'est European Credit Transfer System, si je ne me dis pas de bêtises. Et ça veut dire qu'une unité, un ECTS, enfin un crédit, est reconnu de la même manière partout, que ça répond donc à une espèce de norme internationale. Et ça passe par le fait d'être reconnu dans son propre pays, en tout cas. Donc oui, ça ouvre plein de portes, et ça ouvre la porte de la mobilité étudiante, notamment. Donc sur la reconnaissance des diplômes, on a le visa, qui est le premier étage, le grade de licence, étage supérieur, grade de master, qui est le même, mais au niveau 7, si vous voulez. Ça ouvre aussi un RNCP de droit. Oh, magnifique! Quand on sait à quel point les RNCP peuvent être un petit peu compliqués à obtenir, mais bon, il faut se dire qu'un visa, c'est pas non plus gagné, hein. Donc le RNCP de droit aussi devient de plus en plus exigeant. Avant, c'est quand on avait un visa, on remplissait j'ai envie de dire une pauvre fiche, euh, où on mettait vaguement les compétences qu'on faisait. On n'était même pas obligé de remplir les blocs. On disait quelle était la finalité de la formation. On parlait en formation, on parlait même pas en certification. Et puis bon, petit à petit, quand même, le ministère du Travail a réussi à gagner un petit peu de terrain sur le ministère de l'enseignement supérieur. Et maintenant, la reconnaissance de droit, elle est quasiment aussi exigeante que le RNCP sur demande. À ce jour, on ne déclare pas de promotion. Voilà, on n'a pas à faire la démonstration de l'insertion professionnelle. En revanche, depuis l'année dernière, ils demandent quand même une petite note d'opportunité, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, plus ça va, plus ça ressemble à un RNCP sur demande. Mais en tout cas, la différence, c'est que ça reste de droit. Et c'est quand même l'aval du ministère de l'Enseignement supérieur qui prime. C'est-à-dire que France Compétences peut juste dire si oui ou non la fiche est conforme, mais ne s'opposera pas à la décision du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc ça, c'est important parce que l'instruction n'est pas du tout la même. Donc là, on a un positionnement académique parce que tout à coup, pour avoir un visa, il faut des enseignants permanents, c'est-à-dire qu'ils soient 4 jours par semaine chez vous, en employeur principal. Il faut avoir des enseignants-chercheurs. Alors, un visa ne nécessite pas autant de recherche que des grades. En revanche, il faut montrer quand même que vous êtes positionné pour. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même quelques enseignants-chercheurs dans vos équipes permanentes et qu'il y ait une dynamique de recherche qui soit lancée. Donc, à ce stade de visa et de reconnaissance d'établissement, on ne demande pas à ce qu'il y ait une production scientifique voilà, qui soit valable, enfin, qui soit demandée pour un grade. Mais il faut quand même montrer des signaux assez forts là-dessus. Je précise que les reconnaissances d'établissement sont quand même assez rares. Ces derniers temps, il y en a assez peu et les dernières reconnaissances d'établissement qui aient été acceptées sont plutôt des établissements un peu spécifiques, soit techniques, soit plutôt techniques ou alors je pense il y a une école de design qui a été reconnue il n'y a pas longtemps. Il y a une école plutôt IA. Des écoles de management, il n'y en a pas eu récemment. Voilà. Je pense aussi que le ministère veille à ce qu'il n'y ait pas trop une multiplication d'écoles reconnues et de visas pour garder un peu la primeur, la qualité, alors même si logiquement ceux qui passent par ce processus-là ont démontré leur qualité, mais voilà, on sent qu'il y a quand même
c'est un petit peu chasse gardée quand même et que tout le monde ne passe pas. On a entendu parler d'écoles qui ont fait des demandes depuis des années et qui restent sans réponse. À noter aussi que quand on fait une reconnaissance, donc on a un seul dossier, il y a une partie établissement qui va plutôt être regardée par le rectorat de l'endroit où se trouve l'école. Et ensuite, le dossier passe au ministère de l'Enseignement supérieur. Bientôt, ça va être auprès de l'HCERES, qui est le Haut Conseil des établissements de recherche. J'ai plus le dernier. Bref, enseignement supérieur et recherche, voilà, c'est ce que ça veut dire. Et ce HCERES va évaluer maintenant tous les dossiers. Avant, c'était séparé en plusieurs commissions. Il y en a qui passaient directement auprès du ministère. Et là, ils sont en train de structurer un pôle évaluation. Tout passera auprès d'eux. Donc, dans un premier temps, la reconnaissance établissement est lue et approuvée ou non par le rectorat. Et ensuite, passe pour l'évaluation du programme pour le visa. Donc, il faut que les deux soient d'accord, en fait. Donc, déjà là, ce n'est pas gagné. Et ensuite, il y a aussi la dimension, le rectorat. On entend aussi beaucoup d'histoires, de dossiers qui traînent, qui restent sans réponse pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller sur ce chemin-là, qui n'est pas impossible, attention, je dis juste qu'il faut se structurer pour. Je vous invite aussi à peut-être chercher à avoir des contacts avec le rectorat pour pouvoir faire avancer le dossier un petit peu plus vite. Et après, les grades, là, on est encore au niveau supérieur en termes d'exigence sur la recherche, sur l'ouverture. Alors, ouverture internationale, il y a pour les visas, mais il y a aussi la partie ouverture sociale qui est très importante, c'est-à-dire comment servez-vous le public, même le public en difficulté, en fait. Voilà, que c'est un peu démontré qu'on n'est pas que des machines à sous-sous, quoi. Voilà pour la partie reconnaissance enseignement sup. Les critères du corps professoral. Oui, je peux le faire. Reconnaissance académique. Alors, les différents profils, donc il y a aussi... alors, déjà, comme je disais, il y a la partie professeur permanent. Professeur permanent, 4 jours par semaine, employeur exclusif. Enfin, employeur principal, pardon. Il y a au sein de votre corps professoral permanent, il va falloir avoir des docteurs. Ce n'est pas l'intégralité. Vous pouvez avoir des gens qui ont un master ou moins, mais bon, à éviter quand même. Mais c'est possible. Il faut en général que le niveau de diplôme de votre enseignant soit à minima égal au niveau dans lequel il enseigne. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui intervient que en bachelor, il faut au moins qu'il ait un bachelor. C'est un peu la règle. Mais donc, il faudra qu'une partie de ces enseignants-chercheurs soient docteurs. Et au sein de ces docteurs, il faut qu'il y en ait qui publient. Voilà. Et au sein de ceux qui publient, il faut qu'il y en ait qui publient dans des revues qui sont dans une liste spécifique de journaux, quoi. Donc, on est en entonnoir. Tant qu'on est au visa, alors j'ai mes petits critères devant. Si on est par exemple sur un visa bachelor, déjà pour pouvoir prétendre, il faut que 30%. Alors ça, ce sont les critères CEFDG pour l'instant, qui est la commission d'évaluation des formations en gestion. Donc spécifique gestion. J'irai sur les ingénieurs après. Donc il faut déjà que 30% des cours enseignés soient en gestion pour passer par ce biais-là. Après, si on est sur un autre domaine, par exemple, je disais design tout à l'heure, là, pour l'instant, il n'y a pas de critères chiffrés. Je ne sais pas si l'HCERES va en mettre ou pas. Étant donné qu'il y en a à la CTI, qu'il y en a à la CEFDG, je pense qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait aussi maintenant pour tout ce qui est hors du champ ingénieur et du champ gestion. Donc, on a ça, et il faut que 30% du volume horaire dispensé soit par des enseignants permanents. Donc ça, c'est la première couche de notre entonnoir. Et il faut que
50% des heures de gestion soient dispensées par des professeurs permanents. Pour le visa, ce sont les seuls critères. Pour le grade, là, on rajoute les critères de production. Donc là, on a des critères chiffrés. Et comme je vous le disais, si on est juste sur du visa, même s'il n'y a pas de pourcentage attendu en publiant, produisant, donc produisant, c'est ceux qui font de la recherche en général, publiant, c'est ceux qui vont publier dans des revues à comité de lecture. Donc là, on est sur un type particulier. Donc même s'il n'y a pas de ratios qui sont vraiment attendus quand on est juste sur un visa, il faut quand même qu'il y ait une amorce de ça, en fait. Le taux minimum dans la liste des professeurs, donc je dit, critères des ECTS reconnus. Donc là, le format de l'ECTS, on est sur un ECTS égale 20 à 30 heures de travail. C'est-à-dire, en général, ça se découpe en 8 à 10 heures de face-à-face pédagogique et le reste en travail personnel. Bon, on sait que dans la réalité, c'est rarement autant pour le travail personnel, mais c'est la théorie de la chose, je vous la donne. Ce qui fait qu'on peut retrouver des maquettes qui sont construites avec des modules qui se découpent en multiples de 8 heures pour avoir un ECTS. Il y en a qui font 10 heures, qui veulent avoir beaucoup d'heures de cours. Moins, ça commence à tirer un petit peu. Là, on est un petit peu généreux de l'ECTS. Si on fait, mettons, 7 heures de cours pour un ECTS, c'est un petit peu léger. Donc après, vous pouvez avoir des modules en disant, bah voilà, ce module-là, on a un module de 24 heures et qui donne 3 ECTS. Et on peut avoir aussi des enseignements qui ne sont pas crédités, mais s'ils ne sont pas crédités, dans ce cas-là, logiquement, ils ne sont pas évalués. Parce qu'il n'y a pas de raison de demander une évaluation à l'étudiant s'il n'a rien en échange, s'il n'a pas de CTS en échange. Quel organisme a validé la reconnaissance des écoles de design a validé? Alors, sur IA, c'était AI Event City qui a été reconnu il y a 2 ou 3 ans. Et design, je ne l'ai plus en tête. Je l'ai plus en tête. Je me demande si c'était pas. J'ai peur de dire une bêtise si je dis S-Mode. Il me semble que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, mais là, c'était mode, c'était pas design à proprement parler. HCERS Rectorat, quel département c'est Rectorat? Donc, le Rectorat, alors ça, c'est pareil, c'est très mystérieux, mais il y a logiquement un département ou un sous-département sur la reconnaissance des établissements. Donc là, on est sur tout ce qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il y a quelque chose avec le lien avec les établissements privés ou quelque chose comme ça. C'est ce service-là qui s'en occupe. Et donc, le titre d'ingénieur, alors pour avoir un titre d'ingénieur, c'est encore plus compliqué. Le titre d'ingénieur, il faut s'y prendre quasiment 5 ans avant, en fait, pour se mettre en marche, répondre aux critères. Donc là, il y a toute une histoire aussi d'ingénierie pédagogique autour de 14 compétences qui sont imposées par la CTI, qui sont des compétences transversales. Donc, il y a déjà ça. Il faut déposer un dossier de candidature, en fait, à la CTI et montrer patte blanche sur la structuration du diplôme. Et ensuite, il faut avoir des promotions diplômées pour pouvoir demander une reconnaissance et avoir le titre d'ingénieur. Donc là, on est sur une procédure qui est encore plus longue, mais tout aussi exigeante en fait, parce que c'est pareil, il y a des exigences au niveau du corps professoral, ils sont aussi beaucoup plus regardants sur la maquette pédagogique. Là où, pour l'instant, la CEFDG demande un alignement entre les blocs de compétences et les modules d'enseignement qu'ils appellent les MAC, les modules d'acquisition des compétences, où voilà, on sent que le ministère cherche quand même à aligner formation et compétences. C'est un travail de longue haleine, parce que moi, j'ai commencé à travailler dans les accréditations en 2012. Et déjà, il y avait en santé qui ramait un petit peu à faire travailler les établissements là-dessus.
Et petit à petit, ils imposent de plus en plus d'exigences par rapport à ça pour qu'à un moment donné, les formations soient bien faites en tant que bloc de compétences et pas juste un amas de cours, en fait. L'ouverture sociale et ses critères. L'ouverture sociale, donc, c'est le taux de boursiers. Pour pouvoir accueillir des boursiers, il faut que vous soyez reconnu et souvent visé. J'ai quelques cas d'écoles qui n'avaient pas de visa, mais qui avaient l'habilitation à recevoir des boursiers. Parfois parce qu'ils étaient en partenariat avec un établissement reconnu. Et donc, il y a les bourses du Crous, mais il y a aussi les bourses internes. Est-ce que vous avez un budget qui est dédié à l'aide sociale? Ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ça peut être un allègement des frais de scolarité par rapport à des conditions sociales. Ça peut être, ça, il y a beaucoup d'écoles qui le font, un étalement des frais de scolarité. Ça peut être du prêt de matériel informatique, ça peut être des bourses d'excellence. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à envisager par rapport à ça. Il existe aussi des fondations. Donc, il y a aussi ce que vous mettez en place pour accompagner vos étudiants et vos apprenants à l'obtention de ces bourses et de ces soutiens financiers, en fait. Oui, tout à fait. Diplovis sont ceux qui ont obtenu un visa. C'est ça. Donc ça, ce sont tous les enregistrements de droit. Donc il y a les diplovis et il y a les dipgm et les dipgl qui sont les grades de licence et les grades de master aussi. Donc ceux-là, voilà, n'ont pas été traités comme tous les autres RNCP. Et tout ce qui est diplovis hors gestion, hors CTI, si vous regardez les référentiels, il y a des blocs communs qui sont les blocs nationaux, qui sont des blocs très vagues. Et en fait, les écoles sont obligées de les mettre. Voilà, c'est ça, le maître éco-certificateur, tout à fait. Et donc, ce sont notamment des RNCP qu'on ne peut pas vendre, louer. C'est parce que le maître éco-certificateur et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut de ces RNCP-là. On ne peut pas avoir de partenaire sur un diplôme, sur un RNCP de droit. On peut avoir un autre co-certificateur si on est 2 établissements à délivrer le visa ou le grade, mais par contre, on ne peut pas avoir de partenaire. Ça, il faut aussi que ce soit clair. Si c'est quelque chose que vous envisagez dans votre modèle économique, vous ne pourrez pas le louer. Je continue. Et j'espère avoir répondu à vos questions. Donc, je viens de le dire sans la slide, mais oui, oui, il faut y penser aussi. Donc, ça, j'ai déjà dit, recherche. Alors, internationalisation aussi. Dans les visas, il y a une attente d'internationalisation, c'est-à-dire le plus basique et le plus attendu, notamment pour les grades de master, c'est qu'il y ait une mobilité internationale. Vos étudiants doivent partir et vous devez recevoir des étudiants étrangers. Ça peut prendre d'autres formes parce qu'on sait qu'avec l'apprentissage ou tout autre format d'alternance, c'est très compliqué à mettre en place. Donc, il y a le internationalization at home, qui est ce qu'on peut faire au sein de l'école pour apporter cette ouverture internationale aux étudiants. Ça peut se faire par le biais de cours en ligne avec un partenaire à l'étranger. La venue de professeurs d'universités partenaires ou d'écoles partenaires. Ça va être aussi la dimension internationale que vous apportez à vos cours, le contenu vraiment. Dans la pédagogie, ça va être le taux de cours en anglais, l'apprentissage aussi de la langue, combien d'heures de cours vous consacrez à l'apprentissage de l'anglais ou à d'autres langues. Ça peut être, je ne sais pas moi, l'organisation d'un forum international au sein de l'école. Enfin, il y a tout un tas de choses à imaginer chez soi. Ça peut être aussi comment dire,
des petits study trips, des petits voyages assez courts. On n'est pas obligé de partir 6 mois pour avoir une expérience internationale. Donc ça, il y a pas mal d'écoles qui font même des courts séjours dans un pays frontalier. Je veux dire, si vous êtes à Lille et que vous emmenez vos étudiants à Bruxelles, c'est une ouverture internationale. C'est pas très loin, mais voilà. Donc ça, c'est possible et c'est assez relativement facile à mettre en place. Ça peut être des visites d'entreprise à l'étranger. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. L'ouverture sociale, on en a parlé. Le lien avec les entreprises, bon, bah là, c'est démontrer que vous n'êtes pas juste une école académique, mais que vous avez un impact aussi notamment sur votre territoire, sur la dimension socio-économique. Donc, avoir des partenaires entreprises qui font travailler les étudiants sur des cas, bien sûr, c'est tout ce qui va être entreprise d'accueil, des stagiaires, des alternants, des apprentis. Voilà, c'est ça, je pense que c'est un problème pour personne. Et aussi le lien avec les acteurs académiques publics. Et ça, c'est une exigence pour le grade, c'est-à-dire il faut que vous démontriez qu'il y a eu concertation avec, mettons, l'université de votre ville, secteur géographique, que ça se concrétise par une collaboration ou pas n'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, vous devez démontrer que ça a bien eu lieu, que la conversation a eu lieu. Donc, élément de preuve, ça peut être des mails, des mails. Voilà, ça peut être ça, pour dire la conversation a eu lieu, ça n'a pas mené, mais au moins nous, on a fait l'effort en tant qu'école d'aller voir l'université la plus proche, ou ça peut être l'IUT, ça peut être l'IAE, enfin voilà. Et puis, on a cherché à faire quelque chose avec. C'est aussi pour montrer qu'il y a une certaine équivalence en fait entre et possibilité des synergies quoi à développer. Ça ouvre des portes pour les étudiants du public qui pourraient aller vers des modalités du privé qui ne sont pas forcément mises en œuvre à l'université. Ça donne aux étudiants du privé d'autres visions aussi par rapport à ce qui se passe dans le public. Donc, c'est toujours intéressant, ces collaborations. Mais voilà. Et pour le visa, même si ce n'est pas exigé, pareil que pour la recherche, c'est quand même un peu attendu. On va quand même vous demander ce que vous faites avec les établissements autour de vous. Et j'ai rajouté collaboration académique parce que ça peut être aussi toute autre collaboration académique en France. Vous pouvez être à Marseille et avoir une collaboration académique avec un autre établissement privé, même de Rennes. C'est très intéressant. C'est encore une fois démontrer que vous ne faites pas juste un petit truc dans votre coin. C'est aussi faut vraiment voir le visa comme une dimension, voilà, une dimension nationale, mais au sens pas que reconnaissance, au sens interaction aussi et ampleur. La reconnaissance professionnelle, là, je pense que je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose. Donc, bien sûr, le RNCP, le répertoire spécifique. Donc là, on est sur de la formation courte. Les titres pro du ministère du Travail, les CQP des branches. J'ai mis les BTS aussi parce qu'il y a pas mal d'écoles privées qui ont ouvert leur propre BTS. Donc bon, là, il y a un processus à suivre aussi. Il faut avoir une fiche pédagogique à présenter au ministère. Enfin voilà, mais ça peut être un modèle intéressant aussi d'ouverture et d'évolution. Ce que permet la reconnaissance professionnelle, c'est bien sûr une employabilité parce qu'on est sur de la compétence. Ça ouvre la voie à des financements via notamment le CPF, via la possibilité de faire des contrats d'apprentissage, des contrats pro. Et puis, ça renforce aussi les relations entreprises parce que forcément, dès qu'on a du RNCP ou du RS, on est forcément en relation avec des entreprises. Déjà, pour construire la certification, enfin, on ne construit pas la certification tout seul dans son coin, on va chercher auprès des entreprises quelles sont les compétences nécessaires.
qu'est-ce qui vous manque là? En ce moment, on est en train de travailler avec un établissement sur un projet qui est intéressant, où on va travailler avec des acteurs de la grande distribution pour voir ce dont ils ont besoin vraiment en termes de compétences et monter une certification qui réponde à ces besoins-là, quoi. Donc ça aussi, vous pouvez, là où vous êtes implanté, contacter les écoles, les entreprises, petites ou grandes de votre secteur. Enfin, il y a forcément aussi des associations d'entreprises. Mettez-vous là-dedans, allez voir qui a besoin de quoi et est-ce que c'est une certification qui peut être construite, qui peut exister et survivre aussi, parce que c'est pareil, on peut lancer des certifications, tout ce qu'on veut. Si chaque année on diplôme que 5, on certifie que 5 apprenants, alors qu'on a derrière une ingénierie pédagogique et un coût pédagogique qui est assez élevé, voilà, il faut aussi se poser les bonnes questions. Et encore une fois, c'est une réflexion stratégique. On lance pas quelque chose juste pour lancer une nouvelle formation à enregistrer au RNCP juste derrière, quoi. Le RS, je trouve, est complètement sous-exploité, notamment par tout ce qui est école de l'enseignement supérieur. Le RS ouvre plein de voies en ce qui concerne la formation continue. On est dans un modèle démographique qui va décliner très, très, très fortement, et donc on sait que ça va être un petit peu un goulet d'étranglement pour pas mal d'établissements, et il y en a qui vont se mettre en danger à ce niveau-là. Donc, c'est bien d'envisager autre chose et de penser au public existant, qui est donc un public plus âgé, professionnel, et qui va peut-être avoir besoin de se upskiller, reskiller, voilà, et donc d'avoir une évolution et des besoins de formation courte pour apprendre une autre compétence, une autre façon, un nouvel outil. Là, le grand sujet, c'est l'IA. Il y a plein de formations sur l'IA qui existent, mais le RS peut aller de manière assez spécifique, comme son nom l'indique, sur l'IA dans tel métier ou l'IA dans tel secteur. Et là, vous pouvez aussi travailler avec les entreprises autour de vous. Là, la façon dont évoluent les choses, où identifiez-vous les manques en compétences? Là, on ne parle pas en compétences d'un métier en entier comme pour le RNCP. On parle de compétences nécessaires pour bien faire son travail ou mieux faire son travail, en fait, ou de bien suivre les évolutions du marché. Et là, il y a plein de choses à jouer sur le… oui, aussi. Il y a plein de choses à jouer sur le RS aussi. Alors ça, de toute façon, les NPEC, malheureusement, ça évolue pas non plus de la bonne façon. On le savait, mais ça complique un petit peu les choses. Après, il y a d'autres financements possibles. Après, même si c'est compliqué, il y a des OPCO qui prennent en charge pour les salariés. Il y a les plans de formation des entreprises. Bon, mais oui, c'est compliqué. Mais même pour le RNCP, ceci dit, pour l'apprentissage, on a le même problème. Il y a aussi des écoles qui sont un peu en tension par rapport à ça, sur le fait qu'ils vont être obligés les écoles, revoir un peu les budgets à la baisse, et le tarif auquel elles vendent leur formation pouvoir rester aussi attractive. Et donc oui, ça complique un peu la vie de tout le monde, ces histoires de plafond. Donc voilà pour la reconnaissance professionnelle. Et pour la structuration, je pense, de formation continue. C'est malheureusement pas super bien ancré dans la mentalité française, je trouve, l'apprentissage tout au long de la vie. Pour le coup, je trouve que les ministères font pas assez par rapport à certains pays où c'est vraiment, voilà, c'est vraiment très fort. Mais je pense que par la force des choses, ça va arriver, et je pense que les établissements vont aussi peut-être se mettre un petit peu plus en marche sur la communication autour de ça, sur la structuration. Et donc voilà, par effet d'exposition, peut-être que les gens vont aussi plus aller vers ces formats-là
pour pouvoir évoluer sereinement dans leur carrière professionnelle, pour pouvoir se réorienter aussi. Il y a beaucoup de gens qui, enfin, on le sait, on n'a plus qu'une seule carrière dans une vie maintenant, hein. Plus ça va, plus les durées de carrière raccourcissent. Maintenant, on parle de 5 ans dans un même poste, donc, et encore. Donc, je pense qu'il y a un public qui arrive là-dessus qu'il va falloir choper. Voilà, pour le dire clairement. Et donc, il y a le sujet aussi des micro-certifications. Donc, j'ai entendu un peu. Alors, Carole, Nous avons Carole qui lève la main. oui, Allez-y, Carole. vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Et bien, en fait, la slide a devancé ma question. Alors, justement, j'allais poser une question sur les badges numériques. Je m'explique. Je fais partie d'un réseau d'écoles et nous venons de monter un parcours en asynchrone pour professionnaliser les nouveaux collaborateurs et même les anciens, hein, mais en l'occurrence, là, on parle beaucoup de nouveaux collaborateurs puisqu'ils sont recrutés sur leur domaine d'expertise, mais ils n'ont pas forcément de compétences pédagogiques, ils ne sont pas tous titulaires d'une formation HPA ou autre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur une formation de 3 jours. Ensuite, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est justement faire reconnaître cette formation par justement, moi j'avais imaginé un badge numérique, puisqu'on a beaucoup entendu parler des open badges, donc je ne sais pas si vous alliez l'aborder en suivant. Je n'allais pas parler des open badges, non. En fait, j'ai un peu oublié de le lister là-dedans. Oui, mais peu importe. Parce que peut-être qu'il y a d'autres moyens, en fait. Mais c'est vrai que la question portait sur les open badges parce que, alors, j'ai suivi quelques petites réunions d'information qui sont organisées par le Cariforef. Oui. Cependant, je n'ai toujours pas compris comment je pouvais, moi, en tant qu'établissement, délivrer un open badge. Est-ce que j'en ai le droit? Est-ce que je dois suivre une formation qui me permettrait de délivrer un open badge? Ce que je crois, mais je ne parviens pas à vraiment identifier cette information. Oui, parce qu'en fait, on n'est pas sur un, je sais pas comment dire, sur un titre reconnu officiellement, en fait. Donc, l'open badge, c'est un peu comme les badges numériques aussi, hein. On est sur de la reconnaissance. Oui, Alors, oui, de toute façon, c'est voilà. Oui. Donc, après, c'est trouver un acteur, et là, j'en ai un en tête qui est plutôt pas mal. Proposition de rendez-vous. Et voilà, il y a aussi des prestataires qui font de la reconnaissance et de la validation de badges numériques, open badge, etc. Je pense à ProSoon. Je vais vous le marquer là. Qui fait ça très bien. En fait, c'est vous en fait qui allez définir ce que vous voulez reconnaître. Et ensuite, vous avez un prestataire qui va techniquement vous fournir un certificat validé et vérifiable, en fait. Oui. Mais alors, là, j'ai aussi en tête, je reviens, je n'avais pas prévu d'en parler, mais je reviens là-dessus, c'est que, par exemple, il me semble de mémoire, enfin, je suis assez certaine quand même, qu'on peut aussi générer des open badges par le biais de la plateforme Moodle. Le générer, en tout cas. Oui. Ensuite, la reconnaissance, voilà, par quels moyens ça passe? Est-ce que dans ces cas-là, il faut faire appel à un prestataire externe? Après, il peut Je vais regarder, en tout cas, je vais regarder votre... Oui, parce qu'après, il y a aussi des choses qui se font par le biais du ministère. Faudra que je recherche, c'est quoi, Open Badge Passport ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ça, je l'ai pas en tête là tout de suite, mais. Ok, mais j'appellerai Juliane Gani. Merci beaucoup, Juliane. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Oui, voilà, Open Badge Factory et Passport, effectivement, d'accord. Bon, Julienne a l'air
pointu sur le sujet, donc je vais garder le nom au cas où j'ai des questions. Donc voilà, donc micro-certification, c'est aussi intéressant. Alors c'est un autre modèle que le RS. On est sur des choses un petit peu, parfois sur des choses qui ne pourraient pas être reconnues au RS en fait. Mais il y en a qui pourraient se valoir. Et l'idée de ça, en fait, c'est d'avoir voilà, des petits badges, des petites choses à montrer aussi quand on postule auprès d'un employeur que voilà, c'est des petites choses pour valider qu'on a acquis une compétence supplémentaire. Voilà. Passeport compétence qui ne fonctionne pas pour les arrivants, c'est peut-être ça, Elodie. Mais il me semblait que c'était. Ouais, à vérifier. Mais ils avaient un autre truc. Alors, parce que, attendez, j'ai fait une petite recherche très vite fait en parlant. Ils ont dit quoi? Badger. Modifie la backpack actuellement proposée en interaction avec Magister qui sera remplacée en juillet par Badger. Est-ce que Badger est à vérifier? Ça s'écrit de cette manière. Badger, comme ça. Bon. Et donc ça, c'est pareil, ce sont des choses qui se développent beaucoup parce que ce sont des petits plus pour se différencier, notamment en termes de candidature, d'autres candidats forcément. Et puis, ça permet d'être... alors, pour les écoles, ça permet d'être innovant d'un point de vue pédagogique, ça permet d'avoir plein de petits sujets intéressants, mais pareil, à y réfléchir d'un point de vue stratégique. Ça permet aux apprenants d'être plus flexibles aussi sur leur parcours. Replay, oui. Et sur le... il y a aussi, alors tout ce qui est stackable credentials, on est là sur quelque chose qui pourrait exister du coup en RS, qui est un peu l'équivalent de bloc en fait, c'est-à-dire que vous avez ces certifications qui peuvent correspondre à un bloc comme ORS et en ayant plusieurs, vous avez au final le RNCP ou un équivalent parce que ça dépend aussi de votre RNCP, comment il est découpé, comment vous le vendez. Enfin, là, il y a plein de choses possibles à faire aussi. Ce que ça vous permet, c'est aussi de vous différencier parce que c'est tellement ouvert. Enfin, là, tout est possible avec ces micro-certifications et ça vous permet aussi de taper dans de nouveaux marchés. Donc, à envisager également. Donc maintenant, je reviens sur la dimension vraiment stratégique de cette offre, qui est, et ce que je disais en préambule, tout ce que vous allez décider de faire, d'ouvrir, doit vraiment s'inscrire dans le cadre d'une stratégie d'établissement. Souvent, quand on est petit, notamment, on agit beaucoup par opportunisme. Et je ne dis pas ça de manière négative, c'est juste qu'on voit une opportunité, on la saisit. Mais ça fait que assez rapidement, en fait, ça manque de structure. On se perd un petit peu dans ce qu'on fait, on perd en qualité. Parce qu'on n'a pas bien réfléchi aux tenants et aux aboutissants de ce qu'on fait et on n'a pas forcément réfléchi à la logique. Si on lance un RNCP ici et des RS là et des micro-certifications, et puis tiens, si on se lançait sur un visa, déjà, ça monopolise trop de ressources dans tous les sens. Et puis, est-ce que c'est cohérent par rapport à votre positionnement d'établissement? Posez-vous la question vraiment de OK, comment je veux être perçue? Je suis qui? Je me présente comment, en fait? Et j'ai envie de toucher qui? Et ça, c'est le deuxième point, donc les publics cibles. Est-ce que je veux avoir des étudiants? Est-ce que je veux avoir des étudiants post-bac? Est-ce que je veux avoir des professionnels? Est-ce qu'on est plutôt dans de l'executive education? Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais là, on est sur quelque chose où on s'adresse à des gens qui ont 10, 15 ans, voire plus,
d'expérience professionnelle et qui, là, ont des attentes un petit peu plus en termes de formation, de niveau de formation, d'approfondissement d'un sujet. Et en même temps, on n'est pas sur du très technique ou du très opérationnel. Là, on est plutôt sur, en général, des sujets management, leadership. Et avec l'IA, on est sur du intégrer l'IA à son management, ou, enfin voilà, des choses un petit peu comme ça. Est-ce que votre public, ce sont des demandeurs d'emploi? Est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas le bac? Est-ce que, enfin voilà, à qui vous voulez vous adresser? Quel est votre public? Quel est votre marché déjà là où vous êtes? Donc tout ça, il faut vraiment se poser toutes les questions et ouais, faire un petit peu, je pense, un état des lieux de qui on est, où nous sommes, et qui on touche, pour savoir vers quoi on peut aller et comment on peut le structurer. Il faut aussi réfléchir à son modèle économique. Comme je dis, si on est un organisme de formation plutôt professionnel et qu'on veut aller vers du plus académique, il y a vraiment un coût. Dès lors qu'on va toucher à des enseignants-chercheurs, on n'est plus sur le même tarif que des intervenants professionnels. Au revoir Amandine, à bientôt. Il y a aussi les contraintes réglementaires à respecter, donc il faut bien avoir conscience de toutes ces contraintes par rapport à chaque ministère et chaque type de reconnaissance qu'on a évoqué. Et encore une fois, c'est ce que je disais, l'ambition de marque et de réputation, c'est une fois qu'on a le qui sommes-nous, qui voulons-nous être? Voilà. Et avons-nous les moyens de le faire? Et si on n'a pas les moyens de le faire, est-ce qu'on peut trouver un moyen d'obtenir ces moyens? Voilà, donc tout ça se réfléchit et se stratégise en fait. Donc voilà, si on veut avoir un modèle académique, on va aller déjà sur un visa. Si on est une école reconnue, on va sur un visa. Alors c'est pareil, il y a des écoles qui se rendent compte un petit peu tardivement qu'elles sont reconnues. Parce qu'il y a 10, 20, 30 ans, les reconnaissances se faisaient un petit peu bien plus facilement que maintenant. Donc il y a pas mal d'écoles qui ont été reconnues, mais qui ne sont jamais allées sur du visa, par exemple. Donc pour les écoles existantes depuis plusieurs décennies, vérifiez déjà, est-ce que si oui ou non vous êtes une école reconnue. Il y a aussi des écoles qui pensent être reconnues mais qui ne le sont pas du tout. Donc mettez-vous déjà au clair par rapport à ça. Et si vous êtes déjà reconnu, est-ce que vous pouvez aller vers un visa, puis un grade, puis sur des accréditations internationales qui là ouvrent les portes de la planète en fait. Si on est sur un modèle professionnel, alors là on va chercher plutôt à faire du RNCP, des différentes certifications. Et puis, on va aller chercher plutôt des partenariats entreprises. Et puis, il y a des écoles, et il y a plein d'écoles qui font ça, des modèles hybrides où elles proposent des diplômes visés et du RNCP parce qu'elles ne s'adressent pas au même public, et aussi de la micro-certification. Oh, petite faute. De la micro-certification et aussi vraiment dans le cadre là plutôt formation continue et ou executive education. Oups, là. Et donc, ce qui se passe si on n'a pas cette stratégie, je l'ai déjà mentionné, hein, on a une incohérence parce que ça veut dire que quand on va sur votre site internet et qu'on regarde, on est perdu. Et ça arrive. Ça arrive malheureusement un petit peu trop souvent aussi quand on va sur les sites internet d'un potentiel client ou d'un client et on se dit, alors là, l'offre n'est pas claire du tout en fait. Selon qui on est, on ne sait pas trop vers quoi aller. Et il faut avoir beaucoup de visibilité. Alors, et ça, j'insiste aussi là-dessus. C'est au revoir. C'est important aussi votre communication. Que vous ne soyez qu'un organisme professionnel ou qu'une école académique, il faut que votre site internet soit très clair, très lisible. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est attendu et imposé par Calliope, par les différents ministères, mais au-delà de ça, est-ce que quand on va sur votre site internet, on lit bien justement qui vous êtes? Est-ce qu'on comprend pourquoi vous avez
je sais pas moi, je vais pas te donner des exemples trop extrêmes non plus, parce que j'allais partir sur une formation en cuisine et une formation de soudeur, quoi. Bon, voilà, je pars un petit peu loin dans mes exemples volontairement, mais c'est se dire, est-ce que il y a un lien? C'est comme quand on va dans un restaurant et que il y a un menu qui fait 10 pages. À un moment donné, tout ne peut pas être bon, en fait. Voilà. Donc, si quand vous allez au restaurant et qu'il y a 3 plats, 3 entrées, enfin 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, ok, là vous savez qu'ils ont mis tout leur cœur et leur âme dans ces plats-là et qu'il y a plus de chances que ce soit bon que celui qui va faire de la pizza, des tacos, de l'italien et du chinois en même temps, quoi. Voilà, donc c'est un peu l'idée, si vous voulez. Bien sûr, donc perte de visibilité, fragilisation du positionnement, parce que ça va avec. Si à un moment donné on ne sait pas qui vous êtes et on ne comprend pas, on ira peut-être un petit peu moins vers vous en fait. Et aussi, dépendance à un seul dispositif. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous vivez ça avec le RNCP et l'apprentissage. C'est quand on est dépendant de j'y arrive plus, de ce dispositif. Avec la réglementation qui change, ça met vraiment en danger un bon nombre d'organismes. Donc, c'est bien aussi de réfléchir à comment se diversifier de façon cohérente pour pouvoir survivre aussi, quoi. Et j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et déjà, merci beaucoup. Personnellement, je ne connaissais pas grand-chose à toutes ces reconnaissances. C'était intéressant de faire un tour de tout ça. J'espère que pour tous ceux qui ont écouté également. C'est compliqué en fait parce que je sais qu'il y a vraiment des profils très très différents parmi les personnes présentes, donc les types d'établissements présents. Donc je sais qu'il y a plein de choses qui ne parleront pas à d'autres, mais bon, j'espère que vous avez pu. Bon, alors super, si ça a répondu. Ah, super. De toute façon, je vous ai remis les coordonnées de Mélanie si vous souhaitez approfondir l'échange, voir comment vous pourrez construire une stratégie et du coup, forcément personnaliser un peu plus que ce qu'on peut faire en atelier. N'hésitez pas à la contacter. Exactement. Merci à vous. Et puis, c'est quoi le prochain rendez-vous, du coup, je ne l'ai plus en tête. Alors, je vous les partage. Tac, j'avais préparé. Alors, on a 2 rendez-vous en février. On en a un sur les contrôles. On va parler des contrôles France Compétences, Caisse des dépôts, des 2 OF. Donc, c'est le mercredi 4 février. Et ensuite, on en a un sur les épreuves certificatives et les rôles des jurys d'évaluation et de certification. Donc ça, ce sera le 20 février. Je vous ai mis les dates dans le fil de discussion. Pour l'inscription, tous ceux qui sont déjà dans OC Connect, si ce n'est pas déjà fait, d'ici quelques minutes, il y a un message qui va se mettre automatiquement sur le Slack pour ajouter les rendez-vous à vos agendas. Et sinon, sur le site de Digiformat Certif, vous pouvez vous inscrire. Super. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Eh bien, avec plaisir. Merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. Et à bientôt. À bientôt. Et bon appétit. Bon appétit et bonne journée. Et puis bientôt, bon week-end. Ça marche. Au revoir. Merci, Au revoir. c'était super. Merci encore. Merci.